Merci, professeur Ben Hussein, merci, professeur Bousfeha, toute l'équipe des membres LISIA de m'avoir fait l'honoré pour faire cette présentation sur les maladies auto-immunes. Donc que c'est très difficile de parler des maladies auto-immunes en 20 minutes, je vous assure que parce que du fait de leur nombre, ils sont tellement nombreux. Donc on m'a demandé de parler de l'épidémio. En fait, c'est très intéressant de parler de l'épidémie parce que ce sont un groupe de maladies qu'on voit tous les jours que leur incidence est toujours en augmentation. Peut-être il y a des facteurs qui expliqueraient cette augmentation de leur incidence. Il y a trop de stress, il y a beaucoup d'infections qui sont émergentes. Donc peut-être qu'il va expliquer cette fréquence qu'on a l'intention de voir tous les jours en augmentation. Donc, il y a quelques années, on a cru que ce sont que les cancers qui tuent. Mais avec le vécu, avec les maladies auto-immunes, on sait très bien que ce sont également des maladies qui engagent le pronostic vital. Donc, c'est des maladies qui conduisent au décès des patients, soit par les complications, parce que ce sont des maladies qui touchent les organes nobles, donc ils vont toucher le cœur, ils vont toucher le système nerveux central, ils vont toucher le poumon. Donc, c'est des causes fréquentes de décès, soit par le biais des traitements, parce qu'on est habitué à traiter ces maladies par des corticoïdes et des immunosuppresseurs. Donc, nos patients, ils sont souvent prédisposés à des infections graves qui sont, dans la majorité des cas, des causes de décès majeures. Alors, vous avez très bien compris avec professeur Bakouri qu'il y a un problème de rupture de tolérance. C'est ce qui définit les maladies auto-immunes. Donc, il y a un dysfonctionnement du système immunitaire qui laisse que l'organisme va s'attaquer à ses propres constituants et propres antigènes, donc ce qui va conduire à des lésions tissulaires et on va avoir d'authentiques maladies qu'on appelle maladies auto-immunes, plus que 120 maladies jusqu'à présent. Groupe hétérogène parce qu'il n'y a pas une seule étiologie, il y a plusieurs facteurs qu'on va voir et qui vont intervenir dans l'éthiopathogénie de ces maladies. Et la fréquence ou bien l'incidence ou la prévalence, elle est estimée à 5 à 8% dans la population mondiale. Comme je vous ai dit, elle est en hausse persistante. Ces maladies auto-immunes, donc pour les diagnostiquer, c'est un petit peu difficile. C'est pas comme les autres maladies. On n'a pas un seul marqueur ou un seul élément. Nous, en clinique, on se base sur un ensemble qu'on appelle des critères, sur des faisceaux d'arguments qui comprennent plusieurs manifestations les plus fréquentes qui dépendent de chaque maladie. Mais une signature qu'on appelle un élément biologique ou sérologique qui nous facilite le diagnostic quand ils sont présents, ce sont les auto-anticorps. Donc un grand intérêt de ces anticorps, bien sûr, quand ils sont positifs. Pourquoi quand ils sont positifs? Parce qu'on peut avoir une maladie auto-immune sans signature immunologique ou bien sans auto-anticorps. On a bien sûr, on va le voir par la suite, on a d'autres mécanismes pour avoir une maladie auto-immune. Donc ces auto-anticorps, quand ils sont là, ils sont de grands secours pour poser le diagnostic. Mais dans un certain pourcentage, ils sont absents, leur absence n'écarte pas le diagnostic. On va se baser sur d'autres éléments. Donc, comme je vous ai dit, c'est le pronostic. Donc, ils peuvent être cause de mortalité dans pas mal de situations. On va revenir un petit peu à l'historique de ces maladies. Donc, avant 1902, donc, il n'était pas question de parler d'une maladie auto-immune. Pour eux, bon, les croyances qu'on avait, que le système immunitaire, il est conçu juste pour attaquer les non-soins, les organes, les éléments étrangers. Ce n'est qu'en 1902 qu'on a pu avoir l'idée que le système immunitaire, donc, il peut également attaquer les propres organismes du soi, donc à travers l'expérience de l'hypersensibilité retardée. Donc, on s'est dit, tiens, peut-être donc il y a le système immunitaire à côté de la défense contre les agents extérieurs, donc il peut s'attaquer aux
agents de son propre soi. En 1904, c'était décrit la première preuve directe d'une auto-immunité. Donc, c'est la découverte de ces auto-anticorps à agglutinine froid au cours des hémoglobinuries paroxystiques. Alors, ce n'est qu'en 1945 de 1945 à 1950-65, donc qu'on a un petit peu commencé à accepter ce concept de maladie auto-immune. C'était là où il y avait la découverte de pas mal d'auto-anticorps et de pas mal de maladies. Alors, sur le plan épidémiologie, donc, ce qui ressort le plus, c'est surtout les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, donc les thyroïdies qui paraissent les plus fréquents, suivi de la polyarthrite rhumatoïde. Également au Maroc, la polyarthrite rhumatoïde, elle est parmi les premières en termes de fréquence, donc elle est le rhumatisme le plus fréquent. Ce Sjögren lupus, et également, sans oublier le diabète type 1, qui est également une maladie auto-immune type 1. Donc, on a remarqué que ces maladies auto-immunes, ils touchent beaucoup plus la femme. Donc, la plupart de ces maladies, ils touchent la femme. Parfois, on a une explication, parce qu'il y a le facteur hormonal également qui rentre, mais pas dans toutes les maladies. Cela n'empêche, donc, on va trouver que les femmes, ce sont les plus touchées, mais ces maladies également peuvent toucher l'homme. Quand ils vont toucher l'homme, on a remarqué que la sévérité sont encore plus sévères, mais quand on parle maladie auto-immune, le plus souvent, c'est la femme. Malheureusement, on n'a pas de registre au Maroc, mais tout ce que je peux vous dire à travers l'expérience de notre service, on peut dire que c'est fréquent, aussi bien les spécifiques d'organes que les non spécifiques d'organes, et notamment le lupus, la polyarthrite également. Donc, on n'a pas un registre on peut vous estimer, avoir une estimation de la fréquence exacte au Maroc, mais comme je vous ai dit, et sont fréquents et ils méritent d'être connus. Donc, sur le plan éthiopathogénique, donc on a plusieurs facteurs qui peuvent être incriminés. C'est pour cela qu'on dit souvent que l'éthiopathogénie, ou bien la physiopathe, elle est multifactorielle. En partant du terrain génétique, souvent dans ces maladies, il y a une prédisposition génétique. La preuve qu'il y a une prédisposition génétique, qu'on trouve des cas familiaux. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'au sein d'une même famille, on a la même maladie, mais au sein d'une même famille, on peut avoir des maladies qui sont différentes, qui se regroupent sous le dénominateur commun, perturbation de l'immunité ou l'auto-immunité. Et le gène qui prédispose le plus, c'est le système HLA. Donc, que ce soit les HLA classe 1 ou classe 2, parce qu'on comprend très bien le rôle de ce système dans la réaction immunitaire, notamment, donc, c'est grâce au système HLA que la cellule présentatrice d'antigène peut présenter cet antigène aux lymphocytes et après, donc, la réaction immunitaire va se déclencher. À côté de ces facteurs génétiques, il ne faut pas oublier le facteur environnementaux, parce qu'on a souvent besoin d'un facteur qui va déclenchant, qu'on appelle déclenchant, donc qui est souvent soit une bactérie, soit un virus, soit un agent de l'environnement, soit un antigène. Donc ce facteur, il va changer d'une maladie à une autre. On n'a pas le même facteur déclenchant au cours de toutes les pathologies auto-immunes. Et bien sûr, donc, la réaction, c'est ce facteur déclenchant chez un patient qui est génétiquement prédisposé, ça va déclencher une réaction immunitaire, et de la réaction immunitaire, on va avoir la réaction inflammatoire, la destruction tissulaire. Donc, c'est la rupture de cette tolérance qui va expliquer la survenue de la maladie auto-immune. Donc, au cours d'une maladie auto-immune, on n'a pas tous les symptômes au début. On peut avoir cette rupture de tolérance, cette production d'auto-anticorps. Au début, ça va rester à un stade préclinique qu'on appelle, donc on n'a pas de symptômes. On a juste
des auto-anticorps qui sont positifs, il faut se méfier. À cette étape, on ne peut pas retenir le diagnostic juste en se basant sur la présence d'anticorps. Donc, ce sont des profils de patients qu'on doit surveiller parce qu'on sait qu'un jour ou un autre, ils vont développer tel ou tel symptôme qui vont nous permettre de retenir le diagnostic tout en sachant qu'il y a des auto-anticorps, mais un pourcentage qui est faible, qui peuvent être physiologiques, on peut avoir notamment chez le sujet âgé, c'est-à-dire et il y a des anticorps qui sont qu'on peut avoir secondaires à des médicaments. Donc, pas toujours la présence d'auto-anticorps égale maladie auto-immune. Donc, c'est juste pour décrire un petit peu l'histoire naturelle de ces maladies. Donc, on a le déclenchement par l'environnement, on a l'auto-immunité sérologique, et puis après, ce n'est que au cours des années que la maladie va se développer par la suite. Donc ces maladies, comme je vous ai dit, ils sont nombreuses. Jusqu'à présent, il y a plus que 120 maladies. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils se partagent en commun? Déjà, la prédisposition qu'on a vue, génétique, les facteurs environnementaux, la production d'anticorps, mais comme je vous ai dit, leur négativité n'exclut pas le diagnostic, la survenue beaucoup plus chez la femme, et tous les âges peuvent être concernés, mais surtout, c'est les âges jeunes dans certaines maladies, comme c'est le cas pour le lupus, et les âges en périménopause ou en ménopause, comme c'est le cas de la polyarthrite rhumatoïde et le Sjögren. C'est-à-dire, donc, tous les tranches d'âge peuvent être touchées, sans oublier les formes juvéniles, c'est-à-dire qui peuvent survenir chez le tout jeune, chez les enfants. Donc, et souvent, chez ces formes juvéniles, donc, ils vont rester, donc, parce que ce sont des maladies chroniques, donc, ils vont accompagner les patients depuis le jeune âge et ils peuvent rester évolutifs pendant même à l'âge adulte. Ils ont une caractéristique également, c'est leur évolution par poussée, entrecoupée de rémission. Donc, on peut avoir une poussée, la maladie, elle est active, et puis après, soit par le traitement ou bien c'est l'évolution naturelle, on dit que le patient en rémission, il n'est pas symptomatique. C'est une évolution qu'on est habitué de voir avec ces maladies. Et le traitement, bien sûr, il va reposer sur les immunosuppresseurs et les corticoïdes et les immunomodulateurs. Donc, si on veut classer ces maladies, il y a plusieurs modes de classification. Donc, elle va reposer, soit on va utiliser une classification selon l'atteinte de l'organe cible, ce qui va définir ce qui est très connu, donc définir les maladies spécifiques d'organes et les maladies non spécifiques d'organes. Donc, qui dit non spécifique d'organes, donc c'est-à-dire va toucher plusieurs systèmes, ce qui va définir le systémique. Et il y a une deuxième classification, c'est par le mécanisme pathogène. Donc, soit on peut avoir une maladie auto-immune, ce sont les anticorps qui sont les effecteurs, qui vont agir, qui vont détruire les différents tissus, soit les maladies à complexe humain, soit via les lymphocytes T qui vont devenir cytotoxiques et vont être à l'origine de destruction tissulaire. Donc voilà, pour les spécifiques d'organes, il y a une seule cible, donc un antigène contre un organe ou un type cellulaire. Donc, l'exemple type, c'est les thyroïdites. Pourquoi on donne souvent l'exemple par la thyroïdite? C'est parce que parmi les maladies non spécifiques d'organes, ce n'est que parce que c'est la plus fréquente. Les non spécifiques d'organes, ça définit la maladie systémique. Et par définition, une maladie systémique, c'est une maladie qui est d'origine, d'étiologie non connue et qui peut toucher plusieurs organes. L'exemple le plus qu'on prend souvent en premier, c'est l'exemple du lupus érythémateux systémique, parce que là, le lupus, il ne respecte aucun organe. Et comme on peut avoir également un chevauchement. Qu'est-ce que ça veut dire un chevauchement? On a plusieurs signes de pathologie qui se sont réunis dans une seule pathologie. Par exemple, on peut avoir des petits signes de lupus, de la PR, de la myosite, de la sclérodermie. On n'a pas une connectivité individualisée, mais un peu de toutes
ces formes associées à un auto-anticorps spécifique qui va définir une connectivité mixte. Donc son nom l'indique, mixte, on a un peu de tout. Donc voilà quelques exemples ou bien quelques maladies dans les spécifiques d'organes comme les maladies endocriniennes. L'exemple type qu'on prend souvent, c'est la thyroïde. La surrénale également peut être touchée par l'auto-immunité. Le foie, le tube digestif, donc les hépatites auto-immunes également, on en voit tous les jours. Le système nerveux également, il n'est pas épargné par l'auto-immunité. L'œil, donc on peut avoir également une maladie auto-immune touchant l'œil, et sans oublier la peau. Donc les principales maladies auto-immunes spécifiques d'organes. En parallèle, donc comme on avait vu, il y a les non spécifiques d'organes. Donc par définition, c'est qu'ils peuvent toucher plusieurs tissus à la fois. Donc ils sont regroupés soit sous le terme de connectivite. C'est quoi connectivite? C'est quand ils touchent le tissu collagène. Donc le collagène. Donc on a pas mal de connectivites. Donc on a la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérodermie, le Sjögren, les mixtes dont on vient d'expliquer. À côté de ces connectivites, il y a les vascularites. C'est quoi les vascularites? C'est un groupe de maladies qui vont toucher le vaisseau. C'est une atteinte inflammatoire qui va attaquer les vaisseaux. Et la vascularite qui est en rapport avec le type de vaisseau qui est souvent associé à cette auto-immunité, c'est les vaisseaux de petit calibre. Parce que, comme vous le connaissez, le vaisseau, on peut avoir gros calibre, moyen calibre et petit calibre. Et notamment, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux, les vascularites à ANCA. Il y a un marqueur immunologique, c'est les anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles qu'on va trouver positif, c'est une signature immunologique dans ce groupe de maladies qui est également hétérogène parce qu'il y a plusieurs types. Donc la liste ne se résume pas à ces maladies, mais ce sont au moins les plus fréquemment qu'on voit tous les jours. Donc les maladies, à côté de la classification par spécifique ou non spécifique, par atteinte tissulaire spécifique ou non spécifique d'organes, il y a les maladies par mécanisme. C'est-à-dire, soit on a l'anticorps qui est le mécanisme effecteur, soit on a, l'exemple type c'est l'anémie hémolytique par exemple, il y a un anticorps qui va attaquer les globules rouges. Ou bien la thyroïdite, ou bien les hyperthyroïdies, notamment la maladie de Gastaut. Donc l'essentiel, on a un anticorps qui va attaquer l'organe. Soit par complexe humain, l'exemple type, c'est dans le lupus, et notamment l'atteinte rénale, soit un autre mécanisme, c'est le lymphocyte T, donc c'est le lymphocyte T cytotoxique, qui va détruire l'organisme et prendre sa place. L'exemple type qu'on voit tous les jours, c'est avec la maladie de Sjögren, qui est une maladie qui attaque les glandes exocrines. Donc ces lymphocytes T vont détruire la glande et prendre sa place. Donc si on prend une biopsie, un morceau de la glande, on va trouver que les lymphocytes à la place des glandes exocrines, et ce qui explique la sécheresse, parce que la maladie de Sjögren ou le syndrome, il est connu par une sécheresse qui est secondaire à l'atteinte des glandes exocrines. Donc un petit focus sur ces auto-anticorps, parce que même on a vu que ce n'est pas le seul mécanisme dans les maladies auto-immunes, mais quand ils sont là, ils nous facilitent le diagnostic et c'est le mécanisme le plus fréquent pour avoir ces maladies. Donc les auto-anticorps n'ont pas seulement un rôle diagnostique, mais également ils nous permettent de suivre ces patients et de préciser, d'avoir une idée sur le pronostic. Et également avoir une idée sur on avait dit que ces maladies, ils évoluent par poussée-rémission. Donc, leur élévation au cours de l'évolution de la maladie, ça nous laisse penser que les patients vont faire une poussée. Donc, ils nous permettent non seulement le diagnostic, mais également un suivi et établir un pronostic. Donc, si on suspecte sur le plan clinique une maladie auto-immune, donc on n'a pas un panel auto-anticorps bien identifié pour toutes les maladies. Il n'y a pas un type où, dès qu'on suspecte l'auto-immunité, c'est les mêmes auto-anticorps qu'on demande. Donc la prescription ou
la demande des auto-anticorps va se baser sur la clinique. Déjà, on doit être orienté par la clinique parce que chaque maladie, elle a une spécificité clinique. C'est pas la même expression. Donc, si on voit le malade, on pense à une telle ou telle maladie, c'est à ce moment-là qu'on va savoir quel auto-anticorps on va prescrire. D'accord? Donc, c'est pas le même type d'auto-anticorps. Par exemple, quand est-ce qu'on va demander les anticorps antinucléaires? Si on a une suspicion d'un lupus, d'une sclérodermie, d'un Sjögren ou bien d'une maladie auto-immune qui attaque le muscle, c'est les myosites ou les myopathies inflammatoires ou bien une connectivite. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la fluorescence, je pense que ça va être présenté par Zara, mais à partir du dépistage, on peut avoir une idée. Donc, nous, on est habitué d'analyser également. Donc, le premier auto-anticorps, c'est par l'immunofluorescence. Et cette immunofluorescence, quand elle est positive, on doit analyser l'aspect de la fluorescence. Parce que sur l'aspect de la fluorescence, on peut être orienté. Par exemple, si c'est une fluorescence homogène, on peut penser au lupus. Si elle est mojetée, on pense soit au Sjögren, soit à la sclérodermie. Et bien sûr, cette positivité, ces auto-anticorps, il faut les interpréter avec la clinique. C'est-à-dire, on ne peut pas établir un diagnostic sérologique en se basant juste sur la biologie. Il faut qu'on revoie un petit peu la clinique. Donc voilà ces différents aspects, donc homogènes, ces différents aspects de fluorescence. Quand c'est homogène, on pense beaucoup plus au lupus. Quand c'est centromérique ou nucléolaire, on pense à la sclérodermie. Quand c'est moucheté, donc ça va être, on pense par exemple, soit au Sjögren, soit à une connectivité mixte. Donc c'est juste pour avoir une idée, mais tout ça doit être pris en compte. Donc le diagnostic ne se pose pas par les auto-anticorps seuls, donc tout ça doit être interprété en fonction du contexte clinique du patient, bien sûr. Si on pense à une polyarthrite rhumatoïde, qui est un rhumatisme qui touche la femme en périménopause, donc ça, son nom l'indique, c'est une polyarthrite, c'est-à-dire au premier plan, l'expression c'est articulaire. Donc c'est une maladie auto-immune qui touche en premier les articulations. Et bien sûr, on a des signes extra-articulaires. C'est pour cela qu'il est parmi les maladies non spécifiques d'organes. La signature immunologique, c'est les antipeptides citrullinaires, ou bien, quand on est habitué à les appeler anti-CCP. Si on pense à une vascularite, et surtout une vascularite qui touche les petits vaisseaux, donc en ce moment-là, on va demander d'autres types d'anticorps qu'on appelle les ANCA, donc anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Si on a un contexte chez une femme, soit des accidents thrombotiques, soit et qui fait une thrombose soit artérielle, soit veineuse, ou bien des fausses couches, des accidents obstétricaux, on ne va pas demander anticorps anti-CCP. On va demander un autre type d'anticorps, c'est ce qu'on appelle les anticorps anti-phospholipides. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces anticorps, ils sont thrombogènes quand ils sont là. Donc, ils vont être à l'origine de ces thromboses. Donc, vous avez vu donc, le contexte clinique qui définit la détermination de l'auto-anticorps. Il n'y a pas une prescription type. Donc, ainsi de suite, ça s'applique aussi bien également pour les maladies spécifiques d'organes. Donc, c'est le contexte. Si on pense par exemple à un BASDO, ça va être les anticorps antirécepteurs TSH. Hashimoto, c'est les anticorps anti-thyroïdoglobuline. Biermer, c'est les anticorps anti-facteurs intrinsèques de Cassel. Ainsi de suite. Donc, les anticorps en fonction de chaque pathologie. Si on a une suspicion d'une myasthénie, ça va être les anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine qui vont jouer un rôle au niveau de la synapse ou la jonction neuromusculaire. Alors, on va citer juste quelques exemples parce que, comme je vous ai dit, c'est difficile de parler de toutes les maladies auto-immunes. Juste quelques exemples, au moins ce qu'on voit tous les jours ou ce qu'on a fréquent au Maroc, en commençant par le lupus, qui est le prototype de maladie auto-immune non spécifique d'organes, c'est-à-dire qui peut toucher tous les organes. Donc, le lupus est fréquent donc au Maroc également. La prédominance, elle est nette féminine.
parce que en plus de ces facteurs qu'on vient de citer, il y a les facteurs hormonaux, et ça touche la femme jeune, c'est-à-dire la femme en période d'activité génitale. Les marqueurs, on commence par un dépistage d'anticorps antinucléaires. La fluorescence, dans la plupart des cas, elle peut être homogène, comme on peut avoir une fluorescence mixte, homogène et mouchetée. Donc le détail, le marqueur, donc les plus spécifiques d'auto-anticorps, c'est les anti-DNA et les anti-SM. Donc du moment, mais au cours de lupus, sachez qu'il y a une production de plusieurs types d'auto-anticorps. Donc là, c'est un petit peu les plus spécifiques, parce que les autres, on peut les trouver dans d'autres connectivités. Donc l'atteinte, elle est multisystémique, et il y a également une atteinte des organes qui peut conduire au décès des patients. L'atteinte rénale est fréquente. L'atteinte hématologique, elle est souvent révélatrice. C'est-à-dire, les cytopénies, ils sont fréquentes au cours de ces maladies. On a appris qu'au cours d'une cytopénie, il faut faire systématiquement l'électrophorèse des protéines à la recherche d'un déficit immunitaire, comme notamment le coma variable. Alors, un autre réflexe, c'est devant une cytopénie, penser également au lupus et demander le bilan immunologique. Donc, le traitement va reposer également sur les immunosuppresseurs, les antipaludéens de synthèse. Donc, le traitement, il va dépendre de la forme clinique dans laquelle la maladie se présente. Donc, j'ai projeté ces images juste pour dire que l'atteinte cutanée, elle est fréquente, et quand elle est là, elle est très évocatrice. Chez ces patients, on peut, sans faire un bilan, évoquer la maladie lupique. Mais le problème diagnostique, il se situe où? Il se situe quand cette atteinte cutanée est absente. Donc, on doit y penser devant, par exemple, une atteinte articulaire qui survient chez une femme jeune, comme je vous ai dit, une cytopénie. Donc, il y a d'autres circonstances. Il faut savoir que l'atteinte cutanée, elle est évocatrice, elle est spécifique, elle est fréquente, mais son absence, elle n'est pas constante, c'est-à-dire il faut y penser malgré l'absence de l'atteinte cutanée. Le syndrome des antiphospholipides, c'est simple, c'est des femmes ou des hommes qui vont faire des accidents thrombotiques, c'est des thromboses qui peuvent toucher aussi bien la veine que l'artère, et chez la femme, à côté de ces thromboses, il y a les accidents obstétricaux. Pourquoi? Parce que la vascularisation au niveau du placenta, elle n'est pas épargnée également de ces thromboses. Donc, il y a des manifestations thrombotiques, ce qui laisse que ce genre de femmes qui ont ce syndrome, ils font beaucoup de fausses couches ou d'accouchements prématurés. Donc, la signature immunologique, c'est un autre type d'auto-anticorps. Ça va être les anticorps anticardiolipines. Les anticorps anti-bêta-2, c'est un cofacteur qui est fréquemment associé à ces anticorps de la glycoprotéine 1. Et c'est les anticorps la recherche d'anticoagulants circulants. Donc vous avez vu, c'est un autre type d'auto-anticorps, ce n'est pas les mêmes qu'on vient de voir, et on va les demander à la suspicion clinique de la maladie. Polyarthrite, comme je vous ai dit, donc nous on fait tout pour ne pas arriver à ce stade, donc on fait tout pour avoir un diagnostic précoce, parce que là c'est un stade où on n'a pas besoin d'anticorps. C'est déjà en regardant la photo, on va conclure que c'est la maladie, parce qu'on sait très bien que c'est un rhumatisme qui, s'il n'est pas traité à temps, s'il n'est pas traité précocement, il conduit les patients à la déformation et à la destruction articulaire. Donc voilà, la signature immunologique, c'est les anticorps antipeptides citrullinaires, donc qui sont trouvés dans un pourcentage qui sont plus ou moins, ils sont un petit peu spécifiques de cette entité de maladie auto-immune. Donc, ils peuvent être présents dans un pourcentage donc, qui avoisine les 70 à 80% des cas. Le facteur rhumatoïde également, il peut être positif, mais le facteur rhumatoïde dans cette maladie, mais il n'est pas spécifique parce qu'on le trouve dans d'autres pathologies auto-immunes. Et bien sûr, donc, comme je vous ai dit, il y a des manifestations extra-articulaires qui font la gravité de la maladie. Le traitement va reposer sur les immunosuppresseurs et notamment le méthotrexate, c'est le premier traitement qui est proposé au diagnostic. Bien sûr, donc en connaissant la physiopathe de ces maladies auto-immunes, l'activation du système immunitaire, la production accrue d'auto-anticorps, donc on a maintenant ce qu'on appelle des traitements ciblés
ou biothérapie, c'est-à-dire on peut cibler les gens qui sont incriminés dans la réaction immunitaire. Le Sjögren, qui dit Sjögren, c'est la sécheresse. C'est le syndrome sec, mais il ne faut pas le confondre avec les autres étiologies du syndrome sec. La sécheresse, donc là, c'est l'auto-immunité. C'est soit les auto-anticorps, soit le lymphocyte T qui va détruire les glandes exocrines et prendre leur place, et ça va se manifester par un syndrome sec qui est le plus fréquemment ressenti au niveau de l'œil et au niveau de la bouche. C'est par définition, c'est pour cela qu'on l'appelle syndrome sec oculo-buccal. Donc c'est une exocrinopathie qui se manifeste par un syndrome sec oculo-buccal, mais la sécheresse peut toucher toutes les glandes exocrines. Donc on parle d'oculo-buccal juste parce que ce sont les glandes les plus touchées. Donc les malades, ils vont être dérangés, donc c'est de la sécheresse, c'est des infections, parce qu'on connaît très bien le rôle du film lacrymal et de la salive dans la protection contre les infections. Donc, et dans cette maladie, ça ne va pas rester juste au niveau des glandes, ça va également donner des manifestations systémiques qui peuvent être graves. La sclérodermie, c'est la sclérose. Donc, qui dit scléro, donc c'est la peau qui devient sclérosée. On dit que les patients, les malades, ils vont être emprisonnés dans leur peau. Donc, c'est une entité qui est décrite, heureusement, elle est un peu rare par rapport aux autres maladies auto-immunes qu'on vient de citer. Mais quand elle est là, c'est une maladie qui est sévère. Et malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas un traitement qui a prouvé à 100% son efficacité chez ces patients. Ça peut commencer comme vous le voyez, par un acrosyndrome, qu'on appelle un phénomène de Raynaud, puis les malades vont assister de plus en plus, avec le temps, à une sclérose de la peau, ce qui définit cette entité. Et elle a également, c'est une maladie systémique, parce qu'elle peut toucher le rein, elle peut toucher le cœur, elle peut toucher le poumon. Quand ces manifestations systémiques qui sont là, ils sont graves, et ils définissent le pronostic. Vous avez vu la richesse également d'auto-anticorps. Donc, on a plusieurs auto-anticorps qui définissent le phénotype clinique. Donc, cette sclérose, par exemple, elle peut rester limitée. Et là, on va avoir un type d'auto-anticorps qui sont les auto-anticorps anticentromères, comme elle peut être diffuse, c'est-à-dire cette sclérose va toucher presque tout l'organisme sans épargner le visage. Donc, on va trouver, par exemple, ces anticorps antisclère 70. Donc, au sein de la même maladie, ce n'est pas les mêmes types d'auto-anticorps. On dit qu'il y a des phénotypes en fonction clinique, en fonction du profil sérologique du patient. Donc, les myopathies inflammatoires, il y a plusieurs auto-anticorps, donc à chaque fois on a du nouveau. Donc le dépistage c'est des anticorps antinucléaires, mais si on revoit le détail de ces anticorps, on va avoir plusieurs sous-types. Là également, ils ont un intérêt de définir le pronostic parce qu'il y a un profil de patients, par exemple anti-type 1, ce sont des malades qu'on sait que c'est souvent associé à la pathologie néoplasique chez qui vont développer ou développeront par la suite une néoplasie. Donc, c'est riche en auto-anticorps et ces auto-anticorps, ils ont un rapport avec le phénotype clinique. Donc, pourquoi on parle souvent dermatomyosite? Parce qu'au sein de ce groupe de myopathie inflammatoire, c'est la forme la plus fréquente. Donc, qui dit dermatomyosite, c'est-à-dire, donc, il y a une atteinte auto-immune qui touche le muscle est associée également à une atteinte de la peau. Donc, il y a des formes qui sont bénins et il y a des formes qui peuvent être sévères. Donc, rapidement, un petit mot sur les vascularites, parce que là, les vascularites des petits vaisseaux, comme on avait vu, c'est une autre signature, c'est les anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles. C'est un groupe de maladies qui sont graves. Donc, ça altère l'état général, ça donne des manifestations diverses. Donc, en commençant par l'atteinte cutanée, souvent c'est le purpura vasculaire.
Donc là également, ça peut toucher les organes nobles et ça peut être à l'origine du décès du patient. Donc, deux types d'en-cas. Donc, c'est les C en cas et les P en cas. Dans certaines situations, on trouve des en cas qui ne répondent ni au profil P ni au C. On les appelle X en cas. Donc voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces maladies auto-immunes? Donc ce sont des entités à connaître, longtemps sous-estimées, mais maintenant on ne doit plus les sous-estimer parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui atteignent le pronostic vital. Donc ils ont une relation avec l'environnement et notamment le stress. Difficulté diagnostique parce qu'il n'y a pas un seul marqueur. On se base sur un faisceau d'arguments. Absence d'auto-anticorps n'élimine pas le diagnostic parce qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent définir l'auto-immunité. Et le diagnostic précoce, il est très très souhaitable, très conseillé parce que pour préserver un petit peu le pronostic vital. Et je vous remercie.